D'intervenir sur ce sujet des BRICS. Je sais pas, moi j'ai reçu un message dans lequel il y avait 2 I à BRICS. Je vois une affiche où il y a 4 I. Mais au fond, c'est assez représentatif du fond de la question, à savoir une entité qui est encore à délimiter précisément. Donc nous avons décidé avec mon collègue Jean-François Ponceau de nous partager le travail. Pour faire simple, lui va parler des choses intéressantes et importantes, de la place des BRICS, leur position, leurs actions dans le domaine du système financier international, tel que le titre de la conférence l'indiquait. Et puis moi, je vais bavarder pendant un petit moment sur des aspects un peu plus globaux, mais donc j'ose penser que néanmoins, ils ont une certaine importance pour éviter les méprises, les erreurs flagrantes. Donc voilà, pour commencer, je dirais la chose suivante. Donc on est parti de BRICS, Brésil, Russie, Inde, éventuellement Indonésie, Chine et Afrique du Sud. Je resserrerai pour ce qui me concerne sur Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud, à savoir donc les BRICS. On dit aussi en français le basique, le groupe basique. Alors je resserre sur ce groupe pour une raison bien particulière. Je pense que la position de la Russie dans l'ensemble, le R, le BRICS, est une position tout à fait singulière, tout à fait originale. J'en dirai quelques mots, mais déjà ça n'est pas un pays en développement. Alors, quand on parle de pays en développement, on ne juge pas le niveau de développement d'un pays, on parle d'une catégorie qui existe dans les Nations Unies depuis au moins 1964, depuis la première conférence de la CNUSED en 1964, et qui est un des éléments qui structure les négociations internationales. Donc la Russie ne fait pas partie de cette catégorie de pays, alors que les autres en font partie, et en sont, à travers leur alliance, en sont à des fers de lance, des porte-paroles, un des éléments clés. Quant à l'Indonésie, si tant est que les 2 I faisaient une place à l'Indonésie initialement dans le projet que les projets avaient formulé, l'Indonésie, on voit évoquer son nom comme un des pays qui pourrait rejoindre le groupe BRICS, voire le groupe BRICS, mais il n'y a aucune raison de la privilégier par rapport à d'autres, comme le Mexique, comme la Turquie. Bon, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas face à une entité figée, une entité parfaitement constituée, et c'est l'une des premières difficultés sur le sujet. Alors, le groupe basique, ou le groupe des BRICS, c'est la même chose. Les 2 acronymes sont valables, puisque l'acronyme en langue française est reconnu aussi sur le plan international. Et, me semble-t-il, on peut la qualifier de coalition. Coalition au sens des négociations internationales, au sens de la gouvernance mondiale, c'est-à-dire un acteur collectif qui défend des intérêts, qui défend des préférences, qui défend des positions dans les négociations internationales, et en particulier sur la gouvernance mondiale. Alors je dis tout de suite, c'est une coalition jeune. Le BASIC a été constitué en 2009. Donc c'est pas vieux, surtout à l'échelle des relations internationales. Il a été constitué dans un contexte bien particulier sur la négociation climatique internationale, la préparation de la grande conférence de Copenhague, en décembre 2009, qui s'est d'ailleurs révélé être un échec cuisant pour le multilatéralisme, et où le BASIC, le BRICS, a joué un rôle non négligeable, en particulier à travers l'action de la Chine. Alors voilà, donc c'est un groupe jeune. Si vous voulez mettre le BRICS, si vous voulez qu'on évoque le BRICS, donc avec la Russie, il a été formé aussi en tant que coalition la même année, un petit peu plus tôt, et donc on a des circonférences variables. Parfois, c'est le BASIC qui négocie, parfois c'est le BRICS, et puis parfois c'est la Chine, parce que derrière cet ensemble mouvant, il y a un point fixe extrêmement fort qui est l'émergence de la Chine. Donc la Chine n'est pas le seul élément de cette coalition, mais c'est un élément qui compte beaucoup plus que tous les autres. Il faut bien avoir en vue que sur les 20 dernières années ou les 30 dernières années, la Chine a acquis un poids à des performances économiques en termes de croissance ou autres qui sont bien supérieures à celles de tous les autres pays concernés. Donc c'est la 2e puissance économique du monde, c'est la moitié du PIB américain, c'est, je ne sais
plus combien de fois le Brésil maintenant, combien de fois l'Inde, et c'est un nombre très élevé de fois l'Afrique du Sud en termes de poids économique, de quelque manière qu'on le mesure. Donc voilà, une coalition jeune et une coalition hétérogène. C'est le dernier élément, je dirais, en guise d'entrée en matière. Coalition hétérogène, d'autant plus évidemment si on tient compte de la position de la Russie. Au fond, ces pays n'ont pas grand-chose de commun. S'ils ont un point commun, deux points communs. Le premier, c'est quand même que ce sont des économies dynamiques, mais avec des différences tellement considérables dans leur dynamisme, dans leur trajectoire, que ce dynamisme n'est qu'un aspect des choses. Et puis le deuxième point commun de ces pays, c'est précisément la volonté de former une coalition. Et pour l'ensemble de ces pays, une coalition qui va peser sur le cours des négociations internationales. Pour le reste, tout est hétérogène. Donc ce sont des pays qui n'ont pas le même modèle économique. Ce sont des pays qui n'ont pas le même système politique. Ce sont des pays qui ont des performances extrêmement différentes. Je rappelle que la croissance brésilienne, certes relativement forte sur les 30 dernières années, bien plus forte que celle des pays développés, est beaucoup plus faible que celle de la Chine. C'est des pays qui n'ont pas le même type de spécialisation internationale. La Chine, le Brésil sont des pays industriels. L'Inde est un pays plutôt spécialisé dans les services. Si on reprend la Russie c'est un pays c'est un pays exportateur de matières premières, de ressources naturelles. L'Afrique du Sud est un peu dans tout ceci à la fois, mais très faiblement. Et puis, vous avez aussi sur le plan macroéconomique des différences considérables. Je le cite parce que je pense que ça jouera un rôle peut-être dans la discussion ou dans ce que dira Jean-François. Il ne faut pas imaginer que ces pays sont tous des pays excédentaires, des pays qui auraient des ressources d'épargne, des ressources d'investissement majeures. Quand on regarde les dernières données, un peu sur moyenne période, sur quelques années, le seul pays qui est vraiment excédentaire, du point de vue de sa balance des transactions courantes, donc du point de vue de son commerce et de quelques autres petites choses, c'est la Chine. Le Brésil est un pays déficitaire, l'Inde est un pays déficitaire, l'Afrique du Sud est un pays déficitaire. Donc ne pas imaginer que ces pays ont des points d'homogénéité très forts, mais j'insiste sur leur hétérogénéité pour mieux quand même mettre l'accent, et au fond c'est le sens de mon topo, sur ce qui fait leur unité. Donc leur unité, elle est diplomatique, elle est politique, elle est stratégique. Alors c'est un jeu parmi les spécialistes de relations internationales que de chercher les raisons et le moment où cette coalition éclatera. Notamment, plus on se rapproche du centre européen et américain du monde, et plus vous avez des experts hautement qualifiés qui vous prédisent l'effondrement de cette coalition, les conflits majeurs au sein de cette coalition. Mais ça, on a connu ça depuis très longtemps, dans le domaine pétrolier. L'OPEP devait exploser depuis sa naissance, elle est toujours là. Alors, on juge comme on veut ce qu'elle fait, mais c'est un jeu classique que de soutenir que les coalitions qui se forment sont très provisoires et vont exploser de l'intérieur du fait de leur hétérogénéité. Donc il y a quand même, me semble-t-il, une véritable unité, une véritable homogénéité du point de vue stratégique, et c'est sur ce point que je vais insister. Alors, je développerai trois points. Le premier rapide, mais le plus important, puis les deux autres dans la mesure du temps qu'il me reste. Le premier point, c'est que globalement, ces pays BRICS de cette coalition, et là je laisse la Russie vraiment de côté, ces pays sont une force que j'ai qualifiée en préparant cette conférence de plutôt conservatrice dans le système international. Plutôt conservatrice notamment pour ce qui concerne les négociations multilatérales, même si vous verrez qu'il y a des entorses à ce conservatisme, et notamment sur le plan financier. Conservatisme sur le plan multilatéral, avec une dose de réformisme, donc une volonté de changer les choses, mais quand même un réformisme relativement modéré aux échelles inférieures. Donc quand on est en multilatéralisme, ces pays défendent l'existant. Quand on est dans des échelles inférieures, minilatérales, comme on les appelle parfois, bilatérales,
régionale, et ces pays se prennent à expérimenter des choses nouvelles, des architectures nouvelles, des modes de gouvernance nouveaux. Donc s'il y avait une idée à retenir, je pense que c'est celle-ci, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est pour justifier un peu cette idée de force conservatrice à l'échelle multilatérale, c'est pour rappeler que ces pays sont des pays qui se situent bien dans la mondialisation. Je ne vais pas utiliser, enfin je ne vais pas assumer la formule selon laquelle ils seraient des gagnants de la mondialisation, mais ce sont des pays qui ont pu émerger dans le contexte de la mondialisation, ce qui m'amène tout de suite à dire que les idées de déglobalisation, de démondialisation ont très peu d'écho dans ces pays. Encore moins au niveau des gouvernements, mais même au niveau des populations, ce ne sont pas des pays dont il faut attendre qu'ils remettent en question la mondialisation et le profil qu'elle a pris depuis une trentaine d'années. Je dis ça parce que ce serait une erreur de penser que ce groupe et les autres qui sont derrière seraient les porteurs d'une demande de nouvel ordre économique international comme on a pu le connaître au début des années 70. En 1974, il y a une grande conférence des Nations Unies où l'Algérie, l'Inde et quelques autres défendaient des positions en faveur d'un nouvel ordre économique international, et c'était une position de rupture. Il faut réformer en profondeur l'ordre international. Le groupe BASIC n'est pas du tout sur cette position. Il a bénéficié de la mondialisation, en tout cas il a su s'y faire une place, donc il défend une vision qui est conservatrice de ce point de vue. Et ça signifie quoi encore plus précisément? Ça signifie que dans les institutions internationales, dans les règles du jeu international, ce groupe tient fortement et défend systématiquement le principe de l'asymétrie. Alors c'est quelque chose que peu de gens signalent, que peu de gens connaissent, mais un des principes fondamentaux des relations internationales, c'est l'asymétrie, pas la et plus loin symétrie, mais L', asymétrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la reconnaissance d'un statut particulier à une catégorie de pays les plus faibles. Donc la division du monde au moins en deux catégories, pays développés et pays en développement depuis l'après-guerre, au moins depuis les années 60, et la mise en place d'un principe d'exception. On définit les règles générales, en principe applicables pour tous, mais dans le même temps qu'on définit les règles générales, on admet le principe d'exception pour les plus faibles. Donc depuis les années 50, 60, le système international, à peu près à toutes les échelles, considère qu'il faut certes, au plan multilatéral, admettre des règles communes, mais qu'il faut, dans le même temps, mettre en place des exceptions pour les pays en développement. Pour les pays en développement. Le BASIC est tout à fait constant sur le maintien de cette exception. Et ça donne quoi? Ça donne le traitement spécial et différencié à l'OMC. Ça donne la responsabilité commune mais différenciée dans la négociation climatique. Ça donne tout un ensemble de choses, pas dans le domaine financier, Jean-François aura l'occasion de revenir, tout un domaine de choses sur lesquelles le BASIC systématiquement rappelle qu'en tant que groupe de pays en développement, et comme porte-parole des intérêts des pays en développement, ces exceptions doivent être mises en œuvre, ces exceptions doivent être renforcées. Donc depuis une dizaine d'années, et surtout depuis que ce groupe a agi en tant que tel, depuis 3 ou 4 ans, eh bien le BASIC intervient de cette manière. Alors ça donne 3 traits saillants. Premièrement, j'ai repris une formule que la Chine a énoncée lorsqu'elle a adhéré effectivement à l'OMC en 2003. Nous sommes un pays en développement et nous entendons le rester. Voilà. Donc c'est une formule diplomatique qui signifie quoi? Qui signifie que ces pays, avec la Chine, se situent clairement dans une vision du monde en 2 catégories de pays, dont les pays en développement, lesquels doivent bénéficier d'exceptions, et il n'est pas question, justement, que la gouvernance mondiale évolue sur ce terrain. Nous avons droit à des exceptions, et nous les ferons vivre, nous défendrons ces positions. Deuxièmement, le BASIC rappelle systématiquement les pays avancés, les pays développés, du G7 en particulier, à ses engagements, à leurs engagements. Donc dans toutes les négociations commerciales, environnementales, financières et autres,
Ces pays rappellent aux États-Unis, à l'Europe, au Japon en particulier, qu'ils se sont engagés sur la voie de la libéralisation et qu'ils doivent mettre en œuvre leurs engagements dans cette voie, sur le plan agricole, sur le plan industriel ou autre. Donc ça veut dire que le BASIC combat avec le G77, 140 pays quand même, au départ 77, maintenant 140 pays, donc les pays en développement, combat toute mesure qu'il perçoit comme une forme de protectionnisme. Fut-il un protectionnisme vert, fut-il un protectionnisme pour des raisons sociales ou autres. Voilà, donc on est dans une négociation à front renversé depuis une dizaine d'années, où le BASIC joue maintenant un rôle très fort, qui est de systématiquement rappeler aux pays développés que la mondialisation libérale qu'ils ont voulu préconiser, c'est à eux de la mettre en œuvre. Et donc le troisième point, c'est plutôt, il y a un point supplémentaire, mais bon, c'est en frère. Le troisième point, c'est que ces pays, eux, réclament, exigent, insistent sur leur souveraineté. Les pays développés sont dans la mondialisation libérale, nous sommes dans la mondialisation non libérale. Donc ce sont des pays qui, au titre de la souveraineté, réclament des traitements d'exception, réclament des modalités spécifiques pour leur investissement, pour leur commerce, pour l'environnement, pour les questions financières, par exemple la question de l'ouverture du compte courant, de la balance des paiements, du compte financier de la balance des paiements. Voilà, donc c'est une position, j'y insiste un peu, mais qui me paraît bien relater le cœur de la stratégie de ce groupe basique. Dernier élément, ces pays revendiquent aussi plus de poids dans les instances internationales. Donc c'est comme ça qu'on les voit réclamer une remise en question de l'organisation du système des Nations Unies pour notamment faire une place, en particulier au Brésil et à l'Inde, comme membre permanent du Conseil de sécurité, pour dire à l'Europe qu'elle se devrait d'avoir un seul siège au Conseil, et non pas plusieurs sièges, pour réclamer aux États-Unis des modifications dans leur position. Donc, ce sont des pays qui pèsent dans la négociation, et pour le moment, il faut bien dire que les choses n'avancent pas. De même, au Fonds monétaire international, ce sont des pays, au moins pour partie d'entre eux, qui jouent un rôle de plus en plus important dans le financement, et donc qui réclament plus de poids dans leur représentation, dans la délibération, et enfin, dans d'autres domaines, dans la négociation climat en particulier, ce sont là aussi des pays qui souhaitent et qui obtiennent qu'on les reconnaisse plus, au nom toujours de la préservation de leur souveraineté. Dernier élément, puis j'en aurais terminé, le réformisme modéré que ces pays pratiquent à l'échelle que j'ai appelée minilatérale, c'est-à-dire à toutes les échelles en dessous du multilatéral. Eh bien, ce réformisme, je dirais deux choses. Il est sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que j'entends par là que dans leurs actions unilatérales ou bilatérales, donc dans les décisions que la Chine, l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud développent seuls ou dans les rapports bilatéraux avec d'autres, on est sur une position réaliste. Réaliste au sens où la théorie des relations internationales appelle à réaliste ces choses-là, c'est-à-dire défense scrupuleuse de leurs intérêts à eux. Donc c'est comme ça que quand la Chine négocie des traités bilatéraux d'investissement, quand la Chine négocie des traités commerciaux avec des partenaires en bilatéral, elle applique un principe de réciprocité qui est exactement le même qu'appliquent les États-Unis avec leurs partenaires pays en développement. À savoir, nous ouvrons notre marché, nous Chinois, aux investisseurs du Niger, et nous attendons que le Niger ouvre son marché à nous, investisseurs chinois. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est un point important. La Chine n'a pas d'accord bilatéral d'investissement avec les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas question de pratiquer la réciprocité, les mêmes règles pour tous. Elle en a plein avec les pays d'Afrique, avec les pays en développement. Elle n'a aucun problème avec la réciprocité dès lors que ce sont des petits pays. Encore une fois, ouvrir le marché chinois aux produits du Niger, franchement, du Tchad, du Mali, il n'y a pas de problème. Il ne risque pas d'y avoir une invasion. Voilà, donc, il y a une part de réalisme, il y a une part, certains diront, de cynisme qui intervient. Mais l'autre aspect des choses,
et c'est mon dernier point. L'autre aspect, c'est que quand même, à l'échelle plutôt régionale, ces pays ont lancé des initiatives. J'en cite trois. D'abord, il leur est arrivé de défendre les positions de pays sous-développés qui n'en avaient pas les moyens. Je pense en particulier au rôle du Brésil dans le dossier coton, à l'OMC, où le Brésil, qui n'était pas un pays spécialement concerné par l'affaire du coton, a décidé de soutenir l'initiative de pays africains et de la défendre, de la porter devant l'organe de règlement des différends jusqu'à ce qu'au moins formellement ces pays gagnent et gagnent cause. Donc parfois il y a des interventions importantes, on l'a vu dans d'autres domaines, y compris géopolitique. Le rôle du Brésil ici est important. Deuxièmement, ces pays ont une pratique de l'aide publique au développement, ce qui nous rapproche déjà plus de la question financière. Ils ont une pratique de l'aide publique au développement qui, sans être toujours la même, pour chacun d'entre eux, est une pratique quand même relativement novatrice. En particulier, elle est beaucoup moins conditionnelle que celle qu'a l'habitude de pratiquer le groupe des pays développés, ceux du comité d'aide au développement de l'OCDE. Non conditionnel ne veut pas dire totalement non conditionnel. La Chine, par exemple, n'accorde pas son aide aux pays qui soutiennent Taïwan, n'accorde pas son aide aux pays qui soutiennent la position japonaise pour obtenir un siège au Conseil permanent des Nations Unies. Et si vous enlevez ces conditions politiques, il y a beaucoup moins de conditions économiques à l'aide chinoise au reste du monde. Et le Brésil est un pays qui est exemplaire du point de vue de l'aide au développement parce que, on peut le dire, c'est un des pays qui pratique le moins l'aide liée, c'est-à-dire liée à des contrats commerciaux. On vous aide pour nous acheter nos produits. Le Brésil est un pays qui pratique un peu comme les pays scandinaves, une aide, on va dire totalement dénuée d'intérêt, mais relativement. Voilà, donc ça c'est le deuxième aspect. Enfin, le troisième aspect, c'est juste pour citer Jean-François Herrera, c'est la création de la Banque des BRICS. Donc là, à nouveau avec la Russie. Donc un projet politique d'abord, mais à vocation économique et financière, dont l'un des enjeux, c'est de savoir si il se situera plutôt du côté du réalisme et du cynisme, c'est-à-dire faire de l'argent avec les nouveaux pays pauvres qui nous intéressent, ou bien s'il est porteur de quelque chose d'un peu novateur. Voilà, donc j'en conclus sur mon topo, moi simplement pour dire, premièrement, ces pays ne sont pas une coalition de circonstances, même si le périmètre de la coalition est variable, et toutes les coalitions varient. Regardez le G7, il a commencé par être un G5, il est parfois devenu un G7, il est parfois un G8, il est parfois un G2, parfois un G3. Les coalitions varient, y compris au sein du G20 actuel. Donc c'est une coalition variable, dans laquelle une chose est certaine, c'est que la Chine en a besoin. La Chine a besoin de passer par des coalitions en tant que grande puissance, d'ores et déjà, elle est encore plus grande à l'avenir. La Chine a besoin de s'appuyer sur des coalitions pour avancer des positions qui n'apparaissent pas comme ses intérêts exclusifs. C'est un élément diplomatique important. Deuxièmement, ces pays et cette coalition ne sont pas pressés de jouer un rôle de leader dans la gouvernance mondiale et dans les réformes de la gouvernance mondiale. Bien sûr, il est toujours tentant, quand on voit émerger des puissances, de penser qu'elles sont aux aguets et qu'elles attendent la première occasion pour s'emparer du pouvoir mondial. Le pouvoir mondial, ça n'est pas un conseil d'administration d'une grande entreprise où les requins se battent pour avoir le siège et ce qui va avec. Le pouvoir mondial, c'est d'abord des responsabilités, des engagements, des coûts, des charges extrêmement lourdes. La Chine, comme les États-Unis l'avaient fait naguère, j'avise plutôt maintenant une soixantaine d'années, la Chine attend, et avec elle le basique, et elle attend, y compris parce qu'elle sait très bien que anticiper ou se précipiter dans la prise de rôle majeure, ça impliquerait des risques considérables, y compris des risques de stabilité politique et économique. En a-t-elle la puissance, en a-t-elle la force? Ça n'est pas certain. Donc on n'est pas, encore une fois, face à un groupe de pays qui, n'ayant pas de pouvoir, réclame un bouleversement de l'ordre mondial. Nous sommes face à un groupe de pays responsables qui, ayant du poids, s'efforcent d'orienter tendanciellement le cours d'une gouvernance mondiale qui, je le rappelle, lui va relativement bien sur ses principes. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est bonne,
Je suis en train de dire qu'elle convient relativement bien en tant que puissance. Voilà. Dernier élément, donc, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur, hein, c'est-à-dire pour celles et ceux qui espéraient que ces pays soient porteurs d'une refonte fondamentale du système international, je pense qu'il vaut mieux attendre une grande crise économique que le rôle de ces pays. Mais ce n'est pas non plus le pire, hein, c'est-à-dire qu'on est face à des pays dont je répète qu'ils ont des responsabilités, qu'ils en sont parfaitement conscients, et que, en particulier, les initiatives qu'ils prennent dans le domaine du financement pour les autres pays en développement ne sont pas tout à fait négligeables. Voilà. Voilà, mon cher. Merci Pierre. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence. Je trouve que c'est une initiative que nous, enseignants, on doit absolument encourager. On essaye, dans la mesure de nos moyens, de vous aider, en essayant de solliciter des intervenants extérieurs. Mais je crois que c'est tout à votre honneur d'organiser ce genre d'événement. Pour nous aussi, ça nous stimule aussi. Des fois, on a du mal, on sait ça prend sur notre temps de travail, mais d'un autre côté, ça fait partie de notre job de participer à des conférences comme ça avec les étudiants, en dehors des cours. La conférence d'aujourd'hui, c'est pas un cours, même s'il y a des éléments que vous avez déjà vus en cours, parce qu'on est un peu obsessionnel, donc on répète toujours un peu les mêmes choses. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de débattre avec vous. C'est ça. Donc il faut absolument continuer cette initiative et la fac de Sciences Éco s'emploiera, je crois que c'est déjà le cas, à vous aider. Alors pour rebondir sur ce que disait Pierre Berthaud, je crois qu'il y a absolument quelque chose qui est commun à nos points de vue, c'est le fait qu'on considère qu'aujourd'hui, les émergents, et en particulier les BRICS, sont profondément disparates et hétérogènes. Ça, c'est clair, Pierre l'a très bien expliqué, je ne reviens pas là-dessus. Il faudrait surtout pas croire que les BRICS ont tous la même vision du monde, ils ont tous le même poids, le poids économique évidemment non, les conceptions politiques ne sont pas les mêmes, et il y a des alliances de circonstances, notamment à travers la Banque des BRICS, dont Pierre a déjà dit quelques mots, mais à part cela, il n'y a pas beaucoup de points communs. Néanmoins, sur le plan financier, il y a quand même quelque chose qui les regroupe, c'est que ces pays, les émergents en général, et en particulier les BRICS, cherchent à essayer aujourd'hui de se protéger par rapport à certaines contraintes qu'ils subissent dans le système monétaire et financier actuel. Alors ça, c'était déjà visible il y a une dizaine d'années, mais avec la crise financière globale, les déséquilibres macro, l'instabilité financière, ce sont des phénomènes qui ont profondément déstabilisé les économies, en particulier les économies émergentes. Et on a vu poindre depuis, on va dire, depuis le début des années 2000, donc c'est avant la crise financière globale, des initiatives de pays émergents, et en particulier les BRICS, pour essayer de se protéger, pas par les protectionnistes, pas nécessairement, mais de se protéger, ou en tout cas de limiter les contraintes du système monétaire et financier actuel. Donc mon intervention, elle portera essentiellement là-dessus. Quelles sont ces contraintes et quels sont les outils, les actions qui sont développées par ces pays pour essayer de limiter les coûts, en quelque sorte, puisqu'on est entre économistes, les coûts du système monétaire international actuel. Alors tout d'abord, mon premier point, en quoi les émergents, en quoi les BRICS sont-ils vulnérables dans le système monétaire et financier actuel? Tout d'abord, ils sont confrontés, comme tous les autres pays, mais eux les premiers en tout cas, à une forte instabilité financière internationale. Instabilité financière internationale, et si on le définir plus précisément, c'est tout simplement l'instabilité des taux de change, la volatilité des taux de change, l'instabilité des mouvements de capitaux. Ces pays reçoivent énormément de capitaux, mais ces entrées de capitaux peuvent ressortir très vite. Donc il y a une profonde instabilité liée à la volatilité des mouvements. On le voit par exemple avec le Brésil. Le Brésil qui s'est plaint à partir de 2009 d'être contraint d'être en quelque sorte l'un de la farce, d'être le prisonnier de la guerre des monnaies engagée par les États-Unis et d'autres pays, en disant le quantitative easing aux États-Unis entraîne une forte appréciation de notre monnaie et ça pénalise considérablement notre économie. Donc effectivement, il y a eu une appréciation du réal brésilien. Sauf que depuis à peu près un an,
on a exactement la dynamique inverse, c'est-à-dire une dépréciation de la monnaie brésilienne et d'autres monnaies, comme notamment la roupie indienne. Donc on voit, des fois il y a des mouvements d'appréciation qui pénalisent l'économie, qui sont suivis par des mouvements de dépréciation, puis ensuite à niveau appréciation. Et ça, ces pays émergents, et en particulier les BRICS, on va le voir, vont chercher à se protéger de cette instabilité. Quelque chose qui gêne également les émergents dans les entrées massives de capitaux, ce sont le fait que ces capitaux vont alimenter des bulles. On a beaucoup parlé du cas naturel, etc. Mais lorsqu'on regarde des pays comme le Brésil, par exemple, effectivement, ces capitaux qui sont entrés massivement ensuite à la politique monétaire expansionniste américaine, eh bien, ont généré des bulles du crédit, des bulles de l'immobilier. Et on sait que chaque fois qu'il y a des bulles du crédit, eh bien, très souvent, ça dégénère en crise financière. Il y a des travaux récents qui ont montré que lorsqu'on avait une accélération de la croissance du crédit au secteur privé et qu'il devenait 2 ou 3 fois plus rapide que la croissance du PIB ou que les autres agrégats monétaires, eh bien, 9 fois sur 10, ça se terminait par une crise financière. Bon. Donc, effectivement, on comprend les autorités brésiliennes qui cherchent à limiter les entrées de capitaux volatiles en disant ça pénalise, ça rend instable notre économie, mais en plus, ça génère des bulles qui vont finir par exploser et avoir des conséquences sur l'économie réelle. À cela s'ajoute le phénomène des déséquilibres macro-internationaux, c'est-à-dire hyper-excédent pour certains pays, hyper-déficit pour d'autres. Les pays émergents et les BRICS sont également face à cette contrainte. Alors évidemment, tous ne le sont pas avec autant de force. Pierre a rappelé que le cas le plus évident, c'était celui de la Chine, hyper excédentaire, mais les autres pays ne sont pas dans des situations avec des déséquilibres macro très importants. Mais ceci ne veut pas dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils ne le seront pas. Et ceci est effectivement une des conséquences d'un système monétaire international qui empêche, qui ne trouve pas, qui ne propose pas de solution pour résoudre les problèmes de balance des paiements structurels à long terme. Ce n'est pas seulement du court terme lié à l'instabilité des mouvements de capitaux à court terme, là on est sur le long terme. Et aujourd'hui, le système d'étalon dollar ne permet pas de trouver des mécanismes de rééquilibrage rapide des déséquilibres structurels. Alors à cela s'ajoute l'idée que dans le système monétaire international actuel, les BRICS et les pays émergents en général eh bien, doivent subir des coûts liés au système monétaire international et à son asymétrie. Le système monétaire international aujourd'hui est asymétrique. On a effectivement le dollar qui est la monnaie internationale dominante, avec évidemment des coûts. Il y a des coûts associés au fait d'être émetteur de la monnaie internationale, mais aussi des avantages. Le privilège exorbitant, le fait qu'on n'a pas besoin de s'ajuster lorsqu'il y a une contrainte d'ajustement qui doit s'imposer en cas de déséquilibre, c'est au reste du monde à s'ajuster et pas aux États-Unis, qui permet d'accumuler des déséquilibres de façon un peu plus soutenable, en tout cas à court terme, que les autres. On est également dans une situation où les États-Unis sont plutôt ce qu'on appelle des business cycle makers, c'est-à-dire c'est eux qui définissent les cycles économiques à long terme. Ils peuvent générer des chocs macro pour le reste de la planète, alors que dans l'autre sens, en général, ce n'est pas le cas. Et puis sur le plan des politiques économiques qui sont mises en œuvre, pour essayer de contrecarrer ces tendances fortes, eh bien les États-Unis sont complètement autonomes sur leur politique monétaire, évidemment, sur leur politique budgétaire, ils sont relativement autonomes si on compare avec les contraintes d'autres régions du monde, que ce soit en Europe, mais aussi les émergents. Et puis la politique de change, est-ce qu'il y a une politique de change des États-Unis? Bon, ça on pourra en discuter, mais en gros, ce n'est pas le souci principal des États-Unis. Alors, face à cela, les pays émergents, eux, ils sont dans la situation inverse. Ils ne peuvent pas s'endetter de leur monnaie, ils sont obligés de s'endetter en devises. C'est le fameux péché originel. Et dans ces circonstances, certains ont essayé de s'endetter sur les marchés internationaux dans leur monnaie, mais on a vu que ça n'avait pas fonctionné. Le Brésil avait essayé de faire ça il n'y a pas très longtemps, l'Uruguay, d'autres pays. Bon, ce n'est pas un véritable succès, non pas parce que les marchés financiers ne veulent pas financer, mais parce que lorsqu'on regarde techniquement comment fonctionnaient ces mécanismes, eh bien, en dernier ressort, on s'apercevait que le risque de change était assumé par le pays lui-même, c'est-à-dire le Brésil. Donc finalement, ça ne servait strictement à rien de s'endetter en réal, c'était exactement comme si on s'endettait en dollars.
On est ensuite dans les pays émergents, on subit les chocs macro globaux. Hein, on l'a vu, la crise des subprimes, le quantitative easing, qui a un impact sur les pays émergents, en particulier au Brésil. Et puis au niveau des politiques économiques, est-ce qu'elles sont véritablement autonomes? On essaye d'avoir des politiques autonomes, mais beaucoup moins, évidemment, que dans les pays centres. Une politique de change, difficile d'avoir une politique de change autonome, y compris ceux qui veulent avoir des changes flottants, n'y arrivent pas, ils ont toujours une espèce de résistance à vouloir laisser flotter le change complètement, ils ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir. Politique monétaire, on voit l'influence des taux d'intérêt directeurs US, et puis politique budgétaire, on est obligé de mettre en place des politiques budgétaires relativement équilibrées ou d'austérité en cas de ralentissement économique, sinon on sera sanctionné par les marchés financiers internationaux. Cette contrainte est plus forte. Alors face à ces contraintes, bon, je caricature un peu parce qu'on n'a pas 2 heures pour présenter, ces pays ont mis en œuvre des actions, ils ont lancé des initiatives pour essayer de se protéger de ces contraintes associées au système monétaire et financier international. Par exemple, tout d'abord, des mesures à l'échelle nationale. On a assisté, ça c'est quand même assez intéressant, dans certains pays, à un retour de ce qu'on pourrait appeler une forme de protectionnisme financier, hein, notamment au Brésil, avec l'activation de mesures de contrôle des capitaux. Le Brésil, par exemple, à partir de 2009-2010, a décidé de mettre en place des mesures de contrôle de capitaux, plus exactement de taxation des entrées de capitaux. C'est quelque chose de relativement, qui était relativement tabou, hein, puisque le consensus était plutôt de dire qu'il ne faut absolument pas entraver la libre circulation des capitaux. Et puis les pays qui s'engageaient plutôt sur cette voie de contrôle étaient plutôt mal vus, y compris par le FMI. Sauf que depuis 2007-2008, les choses ont changé. Y compris le FMI, aujourd'hui, préconise, dans certains cas, des mesures de contrôle des capitaux. Hein, il y a une équipe d'économistes au FMI qui travaille spécialement là-dessus. Il y a même un mode d'emploi qui est sorti au mois de mai 2013, une espèce de mode d'emploi des mesures de contrôle de capitaux qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui dans certains pays émergents et en développement. Alors c'est du protectionnisme financier, on peut l'appeler comme ça, mais light évidemment. Attention, ceci ne signifie pas qu'on s'oriente vers un protectionnisme généralisé. Comme Pierre l'a dit tout à l'heure, ces pays émergents, les BRICS, sont des pays qui sont engagés à fond dans l'ascension internationale, dans la mondialisation. Ce sont des pays qui jouent le jeu de l'intégration internationale, de la mondialisation. Simplement, sur le volet financier, certains sont obligés de mettre en place ce type de mesures parce qu'ils subissent des contraintes trop fortes. Donc le Brésil a décidé de mettre en place ces mesures de contrôle des capitaux pour limiter l'appréciation de sa monnaie suite à la politique monétaire expansionniste des États-Unis. Trop d'entrées de capitaux, ça entraînait l'appréciation de la monnaie, ça diminuait la compétitivité extérieure, la compétitivité prix des exportations, et donc on a mis en place ces mesures. D'autres l'ont fait, d'autres ont essayé de le faire. Hein, l'Inde se pose la question, enfin a mis en place certains mécanismes, et l'Inde se pose la question, est-ce qu'elle a bien fait de s'engager dans la voie de la libéralisation financière, en tout cas au niveau de l'ouverture du compte de capital ces derniers temps, est-ce qu'elle se pose la question aujourd'hui parce que la crise de change qu'elle a rencontrée ces derniers mois, eh bien, l'amène à dire qu'elle aurait peut-être dû continuer à faire ce qu'elle faisait, à être en retard sur l'ouverture du compte de capital, faire comme la Chine finalement, pour essayer de se protéger de la volatilité des mouvements de capitaux. Bien, dans la littérature, on sait que certaines mesures de contrôle des capitaux sont plutôt favorables. Hein. Le cas du Chili, les années 90, est toujours cité comme exemple. Pourtant, c'était un pays libéral sur le plan économique. C'était le pays le plus libéral en Amérique du Sud. Ils ont mis en place un système de contrôle des capitaux, contrairement à d'autres. C'est le seul pays qui n'a pas connu de crise financière, le Chili, dans les pays d'Amérique du Sud. C'est pas par hasard. Donc, première mesure, contrôle des capitaux. Mais évidemment, light. Il ne s'agit pas de revenir aux années 80 ou au début des années 90. Deuxième moyen déployé, la mise en place de politiques néo-mercantilistes. L'idée ici est de fonder sa politique commerciale sur la volonté d'accumuler des excédents courants. Ça devient une priorité. Il faut tout faire
pour avoir une balance des transactions courantes excédentaire. Hein. Ce n'est pas le cas pour tous. Le Brésil n'est plus dans ce cas de figure, d'autres non plus. Mais c'est quelque chose qui devient une priorité. Alors pourquoi néo-mercantilisme? Pour différentes raisons. Il y a des raisons, on va dire, idéologiques, doctrinaires, mais c'est surtout, tout simplement, parce que ça permet d'accumuler des réserves de change qui vont permettre, le cas échéant, d'intervenir sur le marché des changes si la monnaie connaît des difficultés. Hein, donc, c'est pas seulement idéologique. On dit souvent, il y a un retour du néo-mercantilisme, mais c'est aussi par volonté de se protéger. Alors, ceci vaut pour l'ensemble des pays émergents en développement aujourd'hui. La plupart des pays cherchent à accumuler volontairement le maximum de réserves de change. Et pourtant, on sait, les économistes savent que l'accumulation volontaire de réserves de change, l'accumulation excessive de réserves de change n'a aucun sens. Elle a même un coût. Rodrigue a publié un papier en 2006, considérant que ça générait un coût d'opportunité en termes de croissance pour ces pays. D'autres travaux. Comment on peut expliquer que l'Algérie accumule 180 milliards de réserves de change, alors que il y a une règle, la règle Guidotti-Greenspan, qui explique qu'en gros, il suffit d'avoir 6% du PIB en équivalent de réserve de change pour être protégé, en moyenne. 180 milliards pour l'Algérie, on se demande quel est l'intérêt d'accumuler ces réserves de change. Dans cette question des réserves de change, se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces réserves de change? Alors là-dessus, certains pays ont une gestion intelligente des réserves de change, notamment à travers le développement de fonds souverains. Alors cette question-là, je ne vais pas en parler, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, mais en tout cas, elle mérite d'être discutée. Certains pays ont accumulé des réserves de change pendant des années, des décennies, et en quelque sorte les ont gaspillées ou prêtées à des banques internationales. Et finalement, qu'est-ce qu'on en a retiré? Pas grand-chose. A l'inverse, certains pays aujourd'hui gèrent intelligemment leurs réserves de change à travers des fonds souverains qui mènent des politiques d'investissement, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur du pays, pour activer des systèmes de protection sociale à long terme, financer des retraites par exemple. Donc les réserves de change, c'est un sujet qui mérite un travail approfondi. Bien, alors ces solutions à l'échelle nationale, elles ne sont pas suffisantes. C'est pour ça que certains ont décidé de mettre en place des solutions à l'échelle régionale. Alors si on replonge dans la littérature d'il y a 15 ans, les solutions régionales pour les pays en développement, pays émergents, on ne parlait pas encore des BRICS, eh bien c'était le modèle, c'était l'union monétaire. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une monnaie commune, une monnaie unique? Enfin, trouver ces travaux, une monnaie, une zone monétaire ouest-africaine élargie, une monnaie pour les pays du Golfe, une monnaie asiatique. Bon. Aujourd'hui, quand on relit ça, on est un petit peu désarçonné parce qu'on se dit mais c'est bizarre, on disait ça il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10-15 ans, et maintenant plus personne ne parle d'union monétaire, d'intégration monétaire complète. Bon, c'est pas par hasard, c'est parce que les enjeux ont changé, mais c'est aussi parce que le modèle européen a montré certaines limites, et évidemment ça refroidit les ardeurs de certains. À supposer que ce soit réaliste, ce projet de monnaie commune. Donc finalement, les solutions qui sont retenues à l'échelle régionale sont plutôt des solutions moins ambitieuses, qui relèvent de la coopération monétaire régionale. Dans la littérature, certains parlent plutôt de régionalisme financier. Bon, pour faire simple, on va considérer que c'est la même chose. Coopération monétaire régionale, régionalisme financier, sont des initiatives mises en place à l'échelle régionale qui peuvent prendre des formes très diverses. Alors, si on dresse une typologie, on peut considérer qu'il y a 4 grands types de coopération monétaire régionale. Tout d'abord, on peut décider de coopérer ensemble pour mettre en place des fonds de liquidité, des fonds qui servent à gérer des problèmes, des crises de liquidité ou de balance des paiements. En fait, c'est des espèces de mini-FMI, en fait, les FMI à l'échelle régionale. Dans une certaine mesure, les développements de l'initiative Chiang Mai en Asie du Sud-Est relèvent de cette motivation. L'initiative Chiang Mai, on a des accords de swaps de devises entre les banques centrales de la région. On a multilatéralisé le dispositif à partir de 2010-2011. On y a ajouté un mécanisme de surveillance
il y a 1 an et demi. Bon, c'est un exemple. Un autre exemple est le FLAR, Fonds latino-américain de réserve, qui existe en Amérique du Sud. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, on peut coopérer au niveau des taux de change, c'est-à-dire mettre en place des accords régionaux au niveau des taux de change. Par exemple, à travers la mise en place de zones cibles, des accords sur l'évolution à venir de nos taux de change différenciés. On peut mettre en place des systèmes de bandes de fluctuation. Bon, le seul qui a véritablement fonctionné, c'est en Europe, hein, c'est le SME, même si on a dû élargir à un moment les bandes de fluctuation. On peut se mettre d'accord sur un ancrage coordonné. Quelle est la monnaie d'ancrage qu'on préfère? Lorsqu'on regarde les travaux empiriques sur les stratégies de change des pays de l'Asie du Sud-Est aujourd'hui, on s'aperçoit que, alors c'est pas un accord implicite, hein, c'est quelque chose qui se fait de façon plutôt spontanée. On s'aperçoit que les pays ont modifié leur stratégie d'ancrage depuis 4-5 ans. Avant, ils étaient plutôt ancrés sur le dollar, et aujourd'hui, ils sont plutôt 50% dollars, 40% yuan, et puis 10% le reste. Bon, il y a une ou deux exceptions, mais globalement, c'est ça. Donc, on peut coopérer ou s'entendre sur des stratégies de change communes. On peut mettre en place aussi, c'est le troisième type de coopération monétaire régionale, des systèmes de paiement régionaux. C'est-à-dire, on se met d'accord sur comment on va régler nos transactions à l'échelle régionale. L'exemple, le continent qui a le plus avancé dans le domaine ces dernières années, c'est l'Amérique du Sud. Tout d'abord, il y a eu l'accord entre l'Argentine et le Brésil, qui permet aux entreprises de ces deux pays de commercer dans leur propre devise. Alors ça ne fonctionne pas très bien, mais il a mérite d'exister. Et puis, il y a également le plan soufflé, hein, qui est une unité de compte qui a été créée pour être utilisée pour les paiements entre les pays de la région. Alors le soufflé, il existe, il ne fonctionne pas très bien. Aujourd'hui, il s'applique uniquement aux pays d'une petite zone, l'ALBA, pour des montants relativement faibles, même si le volume des transactions augmente constamment. Mais c'est une expérience qui mérite d'être soulignée. Enfin, quatrième mode de coopération monétaire régionale, mettre en place des banques ou des mécanismes de financement de la croissance et du développement. Et là, sur ce plan, il y a deux types d'initiatives. Il y a les initiatives, on va dire, qui consistent à développer les marchés financiers communs. Exemple, en Amérique du Sud, une plateforme boursière commune entre le Chili, la Colombie et le Pérou. Et puis, plus intéressant pour le sujet d'aujourd'hui, l'union boursière, entre guillemets, hein, qui a été créée en 2012 entre les pays du BRICS. Entre les pays des BRICS, du BRICS. Alors cette union boursière, on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle ne fonctionne pas très bien, mais l'idée au départ, hein, ça date d'il y a 1 an, consistait à vouloir permettre aux investisseurs de ces pays, du BRICS, d'échanger des contrats à terme sur leurs indices boursiers respectifs. C'est-à-dire qu'un trader de la bourse de Bombay pouvait acheter des produits dérivés brésiliens directement à Bombay. Alors pourquoi on a fait ça? C'était parce qu'on voulait trouver des modes de financement boursiers alternatifs qui coûtent moins cher. Et puis c'était aussi parce que c'était pour fournir une offre de placement aux nouvelles classes aisées de ces pays émergents. C'était ça aussi le petit truc. Bon, ça ne fonctionne pas très bien, ça mérite au moins l'existence. L'autre solution, toujours dans les banques, dans les mécanismes de financement du développement, consiste à créer des nouvelles banques régionales de développement. Et là, en Amérique du Sud, a été créée il y a quelques années, en 2007, la Banque du Sud. Hein, une banque était censée faire oublier la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas très bien, pour différentes raisons. Mais c'est là encore une initiative qui mérite d'être reconnue. Donc, toutes ces actions, qu'elles soient à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale, elles sont plutôt soit de l'ordre velléitaire, c'est-à-dire qu'elles n'aboutissent pas complètement, soit finalement elles ne fonctionnent
pas très bien, où le périmètre d'intervention est relativement faible. Par exemple, l'initiative Tiananmen. Donc la solution, une autre solution qui semble apparaître actuellement, c'est la solution multilatérale initiée par certains émergents, en particulier les BRICS, à destination des pays du Sud. Donc là, c'est un type de multilatéralisme assez particulier, puisque on part des BRICS pour aller vers les autres pays émergents ou les autres pays en développement. C'est-à-dire qu'on cherche à se détacher, ça a très bien été développé tout à l'heure par Pierre, de l'emprise des pays occidentaux, même si tu n'as pas prononcé l'expression, et on cherche à créer une espèce de coopération sud-sud, ou plutôt BRICS-sud, à travers différents mécanismes. Alors, même si c'est à l'état embryonnaire, on peut retenir une initiative qui a été lancée en 2012, qui a été avalisée en 2013, qui s'appelle la Banque des BRICS. C'était lors du 4e sommet des BRICS en Inde, en 2012. Ces pays ont décidé de créer ensemble une banque, au départ, ça s'appelle une banque sud-sud. C'est-à-dire une banque pour financer du sud vers le sud. Les discussions ont pris du temps, et puis à Durban, en mars dernier, on a décidé de lancer cette banque des BRICS. Récemment, à Saint-Pétersbourg, les discussions ont encore avancé, mais elles avancent très doucement. Et pour suivre le dossier quand même, de façon un peu lointaine, eh bien, je me rends compte qu'on retrouve exactement la même trajectoire, la même dynamique que pour la Banque du Sud en Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'au départ, on a des pays qui décident de se réunir, on cherche à se passer des pays occidentaux. Banque du Sud, on cherchait à se passer de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine du développement, on cherchait aussi à se passer du dollar. Banque des BRICS, un peu la même chose. Sauf qu'évidemment, ce ne sont pas tout à fait les mêmes acteurs. Lorsqu'on regarde les difficultés rencontrées, ce sont exactement les mêmes. C'est impressionnant. On a exactement les mêmes difficultés dans l'activation de la Banque des BRICS que celles qu'il y avait dans la Banque du Sud. Alors, quelles sont-elles? Tout d'abord, l'objet. Quel est l'objet de cette banque? Pourquoi est-ce qu'on a créé une Banque des BRICS? Au départ, la Banque des BRICS, on nous expliquait que c'était les pays des BRICS qui allaient financer le développement, notamment des projets d'infrastructure, dans les pays du Sud. À l'arrivée, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un ministre des Finances russe qui a prononcé au mois de septembre dernier, qui a expliqué que la Banque des BRICS servirait plutôt à financer des plans de stabilisation financière pour des pays qui connaissent, qui subissent des dépréciations ou des appréciations trop fortes de leur monnaie. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc dans le premier cas, il s'agissait de financer le développement, c'était le volet 4 tout à l'heure de la coopération multirégionale. Là, dans la déclaration du ministre russe, on est plutôt sur le 1, c'est-à-dire financer un fonds de liquidité pour des problèmes de balance des paiements ou des crises de liquidité. Pas du tout. Donc l'objet, finalement, on ne sait pas quel est le véritable objet de la Banque des BRICS. Pour la Banque du Sud, c'était pareil. Le véritable objet au départ était de financer le développement autrement. À l'arrivée, on avait autre chose. Deuxième difficulté, la constitution du capital. Les ressources de cette banque. Même difficulté. Dans la Banque du Sud, la difficulté provenait du fait que le Brésil jouait un peu le rôle de passager clandestin dans les négociations. Et les autres pays cherchaient à tout faire pour éviter que le Brésil prenne trop de poids à l'intérieur de l'institution. Et bien dans la Banque des BRICS, c'est la même chose. La Chine a proposé d'apporter 100 milliards dans un pool de réserve, 100 milliards de dollars, pour constituer le capital en disant si vous apportez moins, c'est pas gênant. Dans un premier temps, les autres pays du BRICS ont dit non. Il n'est pas question que la Chine ait plus de poids que les autres parce qu'elle aura plus de poids politique, et on ne veut pas que la Chine joue le rôle de leader à l'intérieur de la Banque des BRICS. Pareil avec la Banque du Sud, on ne voulait pas que le Brésil devienne le leader de cette institution. Bon, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a dans la Banque du BRICS? D'après la dernière proposition, il y a un fonds de 100 milliards qui compose le capital de départ. La Chine
apporte 41 milliards. L'Afrique du Sud, seulement 5 milliards. Et les 3 autres pays, c'est-à-dire le Brésil, la Russie et l'Inde, apportent chacun 18 milliards. Donc à l'arrivée, on a quand même la Chine qui a un poids plus important en tant que contributeur de cette banque. Alors évidemment, après, au niveau de la gouvernance, c'est là que se posent à nouveau les problèmes. La Chine dit, ben, comme je suis le principal contributeur, il est normal que j'ai plus de poids dans le processus de décision politique, dans la gouvernance de l'institution. Les autres pays ne sont pas d'accord, hein, et les discussions bloquent encore là-dessus. Autre difficulté, l'antagonisme qu'il peut y avoir entre la banque de développement de la Chine, notamment la banque de développement chinoise qui finance des projets d'investissement dans les pays du Sud, et la banque des BRICS. Est-ce qu'il y a véritablement une différence pour la Chine? Si elle veut financer un projet dans un pays africain, est-ce qu'elle privilégiera plutôt le canal banque chinoise de développement ou passer par internet de la banque des BRICS? Au Brésil, à l'intérieur de la banque du Sud, on a eu le même problème. Le Brésil n'a pas besoin de la banque du Sud puisqu'il a déjà une banque nationale de développement qui s'appelle les BNDES qui finance à grande échelle des projets à l'échelle régionale et pas seulement au niveau du continent, également en Afrique. Donc on voit, hein, ces initiatives, elles sont très intéressantes, mais elles restent très souvent velléitaires. Et puis, on retrouve toujours les mêmes problématiques. On cherche à se protéger de l'instabilité, des contraintes du système international. Moi, j'ai insisté plutôt sur le système monétaire. Mais à l'arrivée, eh bien, on a du mal à mettre en commun des initiatives collectives. Et à l'arrivée, si on s'intéresse à la Chine, on s'aperçoit que dans les faits, eh bien, la Chine, petit à petit, est devenue le premier créancier de nombreux pays, et en particulier de l'ensemble de l'Amérique latine. Aujourd'hui, la Chine n'est pas seulement le premier partenaire commercial, c'est aussi la première créancière de pays comme le Brésil, l'Équateur, le petit pays, ou certaines institutions comme la Banque interaméricaine de développement. Et ça, évidemment, ça change la donne. Donc, en conclusion, je dirais, et je pense qu'on est exactement sur la même longueur d'onde avec Pierre, que les BRICS ont peut-être la volonté de créer des organismes, de lancer des initiatives communes, collectives, mais elles le font parce qu'elles savent que c'est une façon de peser dans les négociations internationales, c'est-à-dire globales, pour l'ensemble de l'économie mondiale. C'est-à-dire que ça permet d'apporter des éléments dans la négociation au sein du G20 ou au sein du FMI. Dans tous les débats sur la gouvernance du FMI, le fait de créer une banque des BRICS, c'est clair, ça donne plus de poids à ces pays. En revanche, il y a de nombreux désaccords sur les objets et de nombreux désaccords sur les modalités des mécanismes qui sont mis effectivement en activité. Bien, je m'arrête là, c'était un peu long. Maintenant, on va peut-être passer à la discussion. Théo, c'est toi qui... Allez-y, je vous en prie. Alors, ça Ce serait peut-être mieux, c'est vous qui répartissez la parole. Alors, qui va intervenir? On prend plusieurs questions. Je vous en prie. C'est ça, plutôt une question sur la gouvernance internationale. Alors, on sait par exemple que le rôle des États-Unis est plutôt, la puissance des États-Unis est plutôt en déclin. Les BRICS, comme vous l'avez rappelé, n'ont pas pour motivation de contrôler un peu le monde. Et justement, je voulais savoir, puisqu'il n'y a pas vraiment de puissance dominante, est-ce qu'on ne va pas arriver à une situation plutôt anarchique de la gestion du monde? S'il n'y a personne, on va dire, qui est capable de prendre toutes les décisions. Je réponds à cette question tout de suite. Petite question. Je ne vais pas répondre par mail ou par alors, pour faire court, votre question laisse entendre que vous adhérez à une vision bien spécifique des relations internationales
vision selon laquelle s'il n'y a pas une puissance suffisamment forte pour organiser le monde, d'une manière ou d'une autre, on est dans l'anarchie, le chaos, le désordre. Il se trouve que c'est exactement la vision que je partage. Donc, pour faire simple, je crois effectivement que nous sommes très globalement dans un contexte où les États-Unis n'ont plus les moyens d'assurer la gouvernance mondiale. C'est la raison pour laquelle, au fond, on s'intéresse à nouveau à cette question. Quand ils en avaient les moyens, c'était une question qui était confinée aux amphithéâtres de droit international, de sciences politiques dans la branche relations internationales, et où on passait son temps à décrire les organisations internationales, des choses qui ne bougeaient pas. Depuis une quinzaine d'années, au fond, on parle de gouvernance mondiale parce qu'on est dans ce contexte. Et on ne voit pas à ce jour de pays capables de jouer seuls un rôle équivalent à celui que les États-Unis ont tenu après-guerre. Même la Chine, y compris la Chine. Alors, si on fait vraiment des balances très globales des choses, on peut avoir bon espoir que ça arrive assez vite. Parce qu'effectivement, la Chine a quand même procédé à un rattrapage qui est assez impressionnant. 1990, puissance politique militaire, la Chine l'est depuis longtemps, mais du point de vue économique, un pays absolument insignifiant, la Chine était moins grosse que l'Algérie au système international en poids. Aujourd'hui, la moitié du poids des États-Unis, la moitié du PIB américain, et si on projette dans 10 ans, autant. Ça suffira peut-être pas. Et puis, les projections sont les projections, il peut arriver plein d'incidents entre-temps. Donc ça, c'est une chose. Mais je veux dire par là que, effectivement, il y a probablement derrière tout ça un vrai problème structurel du système international qui a besoin d'une puissance, non pas pour montrer les muscles, ça, elle le fera toujours. Quand on a la puissance, il est rare qu'on n'en abuse pas, mais d'une puissance pour organiser. Ça, c'est la thèse de Kindleberger, il faut un leader et un seul. Voilà. Il faut un leader et un seul, autrement ça ne marche pas. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. J'ajoute quand même que, précisément d'une part, former des coalitions de type BRICS, basique, etc., c'est important pour la Chine pour s'y préparer. Parce que l'unilatéralisme a souvent des limites. Vous créez beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Donc il faut faire ça. Et puis, d'autre part, la Chine, encore une fois, ne se presse pas à assumer ce rôle. Elle le sait encore mieux que les États-Unis l'ont découvert dans les années 50-60, parce que c'est vrai qu'il y a des privilèges à être le leader du monde, et y compris qu'il y a un rendement à ce genre d'activité. C'est vrai, ce serait quand même la moindre des choses, enfin ce serait absurde plutôt, de penser que parce qu'on est puissant, on va bénéficier de rien. Le monde ne fonctionne pas comme ça, mais vous le savez avec vos voisins, vous n'êtes pas en train de faire l'étude des relations internationales. Donc la puissance donne des moyens. Mais dans le système international, la puissance, je le répète, c'est d'abord des engagements. Au fond, les États-Unis ont, pendant de longues années, organisé le système international avec également des coûts, des bénéfices, mais des coûts. Je vous dis tout de suite, personne n'est capable de faire la balance des deux. C'est des choses qui ne se mesurent pas en termes économiques, mais il est quand même bon d'avoir en tête qu'il y a des responsabilités, des engagements, des coûts, et qu'il y a des retombées, des avantages. Mais prenez le cas bien spécifique. Jean-François parlait tout à l'heure du seigneuriage, du privilège de l'émetteur de la monnaie mondiale. Bon, oui, il y a un privilège. En particulier, le fait que vous vous endettez dans votre propre monnaie, si tant est que vous ayez besoin de vous endetter, mais ce qui est le cas aujourd'hui, et donc vous échappez à tout un ensemble de choses, y compris la contrainte d'ajustement. Les États-Unis, depuis 42 ans de déficit de balance courante. Voilà, 42 ans, avec des records gigantesques dans les années 80, qu'ils ont rejoints dans les années 2000-2010, là, 6, 7, 8% parfois de PIB, de déficit de balance courante. Regardez la France aujourd'hui, regardez un contexte européen, qui peut faire ça?
Alors, le système international glorifie les excédents. C'est une grave erreur, mais c'est comme ça. Mais par contre, il sanctionne les déficits, et très vite. Donc, les États-Unis, eux, ne sont pas sanctionnés. Il n'empêche, ils se désindustrialisent. Parce que même si vous êtes déficitaire et que vous pouvez supporter les déficits parce que tout le monde veut votre monnaie, ça n'empêche pas que les firmes américaines perdent en compétitivité. Ça n'enlève rien à la perte de compétitivité et à l'effritement du territoire américain du point de vue économique. Donc, il y a un bénéfice macroéconomique, mais il y a un coût microéconomique et structurel majeur. Les Chinois le savent. Donc, les Chinois ne se pressent pas à prendre leurs responsabilités. Pour le dire autrement, les Chinois, comme les Américains l'ont fait, n'assureront le leadership que quand ce sera absolument impératif. Donc, quand on sera face à une crise majeure, à laquelle ni les États-Unis ni le G7 ne pourront plus répondre, et qu'il faudra bien qu'un pays intervienne pour tenter, il y arrivera-t-il, c'est une question, mais pour tenter de reconstruire un ordre international, et évidemment, il le fera de la manière qui lui convient. Donc voilà, on a l'ordre, et avec l'ordre, eh bien, on a les règles de celui qui fait l'ordre. Voilà. Mais c'est un peu ça la problématique. Je termine simplement pour dire qu'il y a aussi plein de gens qui pensent que tout ça, c'est de la littérature, que le monde peut très bien fonctionner sur la base d'un multilatéralisme, sur un modèle OMC, par exemple. Donc il y a la vision idéaliste, mais qui ignore l'existence des crises aussi, qui considère qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a jamais de crise, il y a un monde qui progresse inéluctablement vers un multilatéralisme où chacun joue un rôle égal aux autres. Merci. Alors, il y avait une autre question. Pour revenir sur ce que vous venez de dire là, rapidement avec la première question, finalement un test de Kindelberger sur la stabilité hégémonique, je me demandais si le basculement du centre de l'économie mondiale qu'on parle en ce moment, il ne dépend pas de la décision des émergents et donc des BRICS d'assumer le rôle de leader international tout simplement. Là, je suis encore plus bref, mais si tu veux, je pense du coup, mais dépend de la décision, non. Parce que ça n'est pas des choses qui se décident. Les grandes structures de l'économie mondiale, elles se forgent sur des générations. Il faut bien avoir en tête l'économie, on peut commenter tous les jours de nouveaux événements. Regardez BFM Business, c'est encore plus extraordinaire. Bon. Mais l'économie, c'est pas ça. L'économie, ce sont des mouvements lourds, des mouvements lents. Donc, si basculement de l'équilibre de l'économie mondiale, il doit y avoir, et s'il est en cours, d'une part, c'est beaucoup plus lent, tout en étant un processus fort, hein, mais c'est beaucoup plus lent que des choses anecdotiques. Il faut du temps. Les choses se rééquilibrent, se redéploient, et puis c'est 20 ans plus tard qu'on voit qu'elles ont basculé. Et puis d'autre part, par contre, il peut y avoir des accidents. Enfin, je vais insister là-dessus, hein, Jean-François l'a dit, ces pays font des efforts, notamment individuels, considérables, pour tenter de se prémunir ou se préserver contre les risques, les vulnérabilités, notamment financières, monétaires. Mais rien ne prouve qu'ils y arriveront. Je prends un exemple bien précis. Indépendamment de la question de savoir si les États-Unis ont voulu affaiblir le Japon dans les années 80, certains considérant que le Japon était en train de devenir la grande puissance qui pourrait prendre la place des États-Unis au festin des leaders. Indépendamment de cette question, il est clair que la politique monétaire américaine a fragilisé l'économie japonaise jusqu'au point à la faire sombrer dans la déflation. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les débats, notamment sur la guerre des monnaies, les accusations répétées des États-Unis que malgré l'appréciation du yuan chinois, il y a derrière une politique de dépréciation compétitive, c'est-à-dire une volonté absolue des Chinois de maintenir leur monnaie à des niveaux bien inférieurs à ce qu'ils devraient être, et bien ce qu'on voit, c'est quelque chose du même ordre. Donc, encore une fois, les États-Unis ne le font peut-être pas dans l'esprit d'empêcher un concurrent géopolitique d'émerger.
Franchement, je ne sais pas. C'est très ambigu. On a tous les discours là-dessus. Par contre, ils le font en réaction à des demandes intérieures qui disent « Nous, il faut qu'on résiste aux produits chinois, et il faut donc que le yuan s'apprécie. » Et quand ça se fait, si ça se fait, au rythme où ça se fait, ça peut fragiliser l'économie chinoise jusqu'au point de la faire sombrer, corps et âme. Avec les problèmes politiques qu'on connaît en Chine, etc. etc. Donc, le basculement, moi, je suis en train de le prévoir. Hein. C'est un processus qui se construit dans le temps. C'est un processus qui, tant qu'il n'est pas acquis, n'est pas, tant qu'il n'est pas réellement effectif, ne permet rien. Donc en fait, le basculement pour répondre à la question, le basculement de l'économie, c'est un processus de long terme qui ne dépend pas d'une décision, qui est un processus qui est un fait ponctuel. En fait. Qui ne dépend pas d'une décision stratégique. Il ne faut pas penser que les pays, tous les pays du monde souhaiteraient être les leaders du monde. Mais y compris, peut-être pas le Bhoutan, puisque le Bhoutan a une vision un peu différente, et heureusement différente. Pour le reste, vous trouvez toujours à un moment donné dans un pays un dirigeant qui se rêverait d'être un leader mondial, d'un leader du monde. Donc ça, c'est une constante, mais au fond, ça n'a pas empêché le plus grand nombre des pays du monde de rester très peu de choses, ou parfois de s'enfoncer dans la crise. Par contre, il y a des décisions sur le développement, des décisions à but intérieur, des choix politiques, des choix de politique économique qui ne visent pas à dominer le monde, mais qui finissent par faire de vous une puissance. Et on commence à bien les connaître. Hein. On sait par exemple que quand on est un pays sous-développé, on n'a pas intérêt à faire du libéralisme échevelé. Les pays qui ont été les plus libéraux peuvent réussir dans une certaine mesure, parce qu'il y a toujours une place pour le free riding. Vous pouvez vous enrichir en faisant du free riding, vous êtes un paradis fiscal, vous jouez sur les différences entre les autres. Mais pour le reste, il faut des politiques volontaristes qui peuvent aussi échouer, qui conduisent parfois au pire, mais qui peuvent parfois réussir. Et c'est comme ça que des pays se construisent une trajectoire de développement qui en font des économies de poids et qui finissent par peser sur le cours des négociations internationales et finalement, pour certaines d'entre elles, à un moment donné, qui finissent par dire « nous avons des responsabilités à assumer ». Et une fois qu'elles les assument, elles disent « on assume cette responsabilité, mais nous, on veut la contrepartie de notre pièce ». On a organisé le monde, on a pris des mesures, en conséquence de quoi nous voulons avoir pouvoir de décision. Nous voulons que, sur le choix de la monnaie, ce soit la monnaie d'un pays et pas une monnaie mondiale. Les économistes sont assez d'accord pour dire, au fond, une monnaie mondiale, ce serait bien. C'est lié l'existence des pouvoirs. C'est un peu ça le mécanisme que je veux décrire. Allez-y. Monsieur Berthaud, vous avez parlé de l'orientation réformiste. Vous avez parlé des listes qui ont une orientation réformiste. Et puis après, vous avez dit qu'il défendait la mondialisation. Est-ce que vous pouvez élaborer sur comment est-ce qu'il, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont réformistes? Sur quel niveau est-ce qu'ils ont des projets réformistes? Alors, ils sont conservateurs sur la mondialisation, au sens où, je le répète, donc au plan multilatéral, dans les négociations multilatérales, il ne faut ni redouter, ni espérer de ces pays qu'ils bousculent la table, qu'ils renversent la table, comme on dit. Le grand soir, on change tout, nous voulons un nouvel ordre international anti-mondialisation ou alter-mondialiste. Vous ne trouvez pas chez les dirigeants de ces pays, hein, mais quand je dis dirigeants, c'est parti au pouvoir, et quand elle existe, y compris l'opposition, on l'a bien vu au Brésil, avec Lula en particulier, qui, tant qu'il était vraiment dans l'opposition, avait des positions altermondialistes, en tout cas en sympathie avec l'altermondialisme. Après, la politique de Lula, qui est parfaitement respectable, hein, est une politique qui a été, on va dire, beaucoup plus réaliste. Finalement, on est pas mal dans la mondialisation. C'est ça, je dirais, la position conservatrice qui les amène à négocier non pas sur la base d'un grand projet commun, comment on réorganise le monde sur de nouvelles bases, mais plutôt sur le maintien de ce qu'était le multilatéralisme, ce que j'ai dit tout à l'heure,
principe d'asymétrie, principe d'exception. Nous, États souverains, avons le droit d'utiliser la mondialisation, l'ouverture, selon des canons, selon des règles qui ne soient pas purement libérales. En gros, c'est la mondialisation, mais rien ne nous engage sur le consensus de Washington. Nous sommes non washingtoniens. Nous sommes pour une mondialisation non washingtonienne. C'est ça leur position. Ça, David Roderick l'a bien décrit. Voilà. Y compris, ça va jusqu'au point où dire, ces pays, ces BRICS, n'ont pas été des chefs de file contre le consensus de Washington. Ils ont été des chefs de file pour ne pas l'appliquer. Ils ne l'ont pas appliqué, ils ont tout fait pour ne pas l'appliquer, ils n'en font pas une doctrine. Voilà. Si vous voulez l'appliquer, et vous, pays développés, qui l'imposez aux pays pauvres qui n'ont pas de pouvoir, allez-y. Nous ne l'appliquons pas, et nous ne semblons pas engagés là-dedans. Par contre, sur le plan minilatéral, que j'ai appelé minilatéral, régional notamment, ce qu'a décrit Jean-François, là il y a un aspect un peu réformiste, qui d'ailleurs se comprend, parce qu'encore une fois, dans la diplomatie internationale, vous avez toujours intérêt à jouer certains équilibres. Et donc, à l'échelle régionale, oui, les BRICS sont des partisans de la coopération sud-sud. Donc la coopération sud-sud, dans les grandes déclarations et dans certaines initiatives, ce sont effectivement des propositions, voire des engagements, pour avoir des pratiques qui ne sont pas typiquement celles qu'on connaissait dans les rapports Nord-Sud. Alors moi j'ai évoqué, et j'y reviens un tout petit peu, sur l'aide publique au développement, qui est quand même un marqueur important. La Chine, le Brésil, l'Inde, et c'est d'abord la Chine et le Brésil, la Chine et le Brésil ont une doctrine et ont en partie des pratiques qui se démarquent de celles des pays de l'OCDE. Voilà. Qui sont d'ailleurs très différentes l'une de l'autre, mais qui se démarquent des pratiques de l'OCDE. Qui ont pour point commun, je le répète, de proposer une aide au développement aux pays les plus pauvres qui est non conditionnelle. Donc qui n'est pas conditionnée par le fait, par des engagements macroéconomiques, d'ordre microéconomique aussi, de politique économique de la part des pays qui vont recevoir cette aide. Ils affichent également, le Brésil s'y tient en partie, je l'ai dit tout à l'heure, la Chine beaucoup moins, semble-t-il, même si c'est très difficile d'avoir une image claire de la aide publique au développement chinois, ils affichent également l'idée d'une aide moins liée, donc une aide qui soit plus sur un principe de générosité que sur un principe d'intérêt bien compris. Chaque fois qu'on accorde une aide budgétaire à un pays, on attend que ce pays vous commande vos produits plutôt que ceux des autres, ou fasse appel à vos firmes pour développer ses activités plutôt que celles des autres. Donc voilà, ça c'est réel, c'est tangible. En prendre la mesure exacte, c'est compliqué, y compris, parce que je ne fais que le répéter, dans d'autres domaines, on a des comportements parfaitement cyniques. Cyniques au vrai sens, y compris de ce qu'on a connu à l'époque coloniale. La Chine, dans le domaine de l'investissement international et en particulier en Afrique, la Chine n'a aucune prévention, aucune restriction. La Chine investit pour mettre la main sur des ressources naturelles, y compris agricoles, alimentaires, des matières premières dont elle a besoin, passe des contrats avec des pays en développement dans lesquels ce sont des contrats parfaitement léonins. Voilà, on s'installe, on fait ce qu'on veut, et éventuellement, nous, ce qu'on attend de vous, c'est que politiquement, vous assuriez la stabilité de votre pays pendant que nous exploitons les ressources. Donc on a tout. Mais on a les deux, pour dire les choses plus précisément, on a les deux, mais on a aussi donc cette partie qui se veut plus réformiste, qui veut tenter des initiatives nouvelles, ce qu'a dit Jean-François sur la banque BRICS, sur des initiatives de ce genre.